le Pitch Club. Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse? Le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Et cette semaine, on a une raconteuse de bonnes histoires, ou plutôt de chansons, de musique, une musicienne, Marie Reynaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors juste parle un peu. Bonsoir. Alors bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir un peu sur ta carrière et pour te présenter un peu succinctement. Donc tu es musicienne, comédienne, c'est ça? Oui, je fais des chansons humoristiques. Chansons humoristiques, satiriques? Oui, ouais, sur l'actu, puis sur plein de thèmes différents. D'accord. Voilà. Alors ça, on va y venir après. On va commencer tout d'abord avec une petite anecdote, c'est que quand il y avait eu la sortie du confinement saison 3, saison 4, je sais plus, on est perdu. C'est clair. T'étais revenu pour la réouverture au Paname avec Antoine de Maximi, l'homme à la chemise rouge. Ah oui, Antoine. Et Incroyable. D'ailleurs qu'on peut retrouver actuellement sur OCS avec son road movie J'irai mourir dans les Carpates. Exactement, ouais. Il a sorti son film il y a 1 an maintenant. Et Tu l'as vu? Ouais, il est super. Ouais, Il est comme lui, en fait. Il est très naturel, c'est fou. Oui, il aime bien voyager. Et savoir d'ailleurs comment s'effectue la rencontre. Eh ben, on a joué en Guadeloupe au mois de janvier dernier et on était dans la même ville. On a un ami en commun qui nous a dit mais t'es à Saint-François en Guadeloupe et donc mais il y a mon copain Antoine de Maximi donc que je connaissais via son émission et donc il nous a mis en relation et puis on a dîné ensemble et ça a bien matché et puis voilà on est devenus copains. D'ailleurs, vous avez même fait une vidéo à l'occasion de la Pentecôte. Oui. Toi au piano et lui, il essayait de faire les instruments avant avec ses mains. Il a un talent incroyable. Ave Maria. L'Ave Maria de Gounod. Enfin, c'est superbe. Ouais, il fait ça très très bien et il est très juste. Et il a énormément de talent, ce mec. Il a un vrai sens de l'humour. Oui. Quand tu regardes ses émissions, il y a toujours une blague, une vanne. C'est comme ça qu'il arrive à capter les gens, en fait. Par une bonne petite pirouette, c'est bien. C'est un humoriste. Hein. C'est un mec qui est dans l'humain. Bah, il va faire un spectacle, je suis sûre qu'il va le faire. Mais il en parle, mais donc c'est en train d'émerger dans sa tête et je pense qu'il en a envie. Donc j'espère le voir bientôt sur scène. Bah, nous, on espère aussi peut-être bientôt le voir dans le Pitch Club. On va essayer de le faire venir. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Mais l'invité aujourd'hui, c'est Marie. Et justement, savoir, est-ce qu'il t'a proposé de dormir dans 77? Mais tu sais, c'est trop marrant parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il a eu son bac dans le même lycée que moi. Non. Et qu'on a grandi il a une maison à 5 km de chez moi. Donc, on se rejoint des fois pour manger le dimanche midi. Vous êtes voisins? On est voisins, ouais. Bon, il habite pas là tout le temps, mais quand il vient, en tout cas, on essaie de se voir. Parce que toi, t'es à Bois-le-Roi, je crois. Ah oui, c'est dans 77. C'est ce que j'avais vu. Ouais. Dans la banlieue de Melun. Ouais, c'est Melun, ouais. Et alors justement, c'est qu'on a reçu récemment ton frère Franjo, oui. Qui dit. Tu connais Franjo? Est-ce que tu connais à peu près? Tu vois qui c'est? Non, je vois vaguement. Il a dit que là-bas ils sont confinés depuis toujours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le gros cliché des gens qui habitent à la campagne et qui sortent pas de chez eux. Non, mais ça va, c'est pas très loin de Paris, donc on arrive quand même à sortir un peu. Mais c'est vite fait de se laisser enfermer dans le beau cadre de la forêt de Fontainebleau, c'est sûr. Oui, c'est plus forêt que campagne, je veux dire. Oui. Là, c'est que des grands arbres. Ouais. Là, c'est la forêt. Nous, on est vraiment avec les sangliers, pour le coup. C'est quoi de vivre dans des arbres? Dans un endroit avec des arbres partout, c'est quoi? Comme si c'était une zadiste. Ouais, c'est quoi comme mode de vie? Écoute, c'est top. J'ai été écouter le brame du cerf il y a 10 jours, là. Et c'est un truc, c'est magique. On s'imagine pas qu'on peut faire ça si proche de Paris, finalement. C'est 2 mondes complètement différents. Oui, c'est vrai que t'es à 70 km et t'as l'impression que t'es au fin fond de je suis à 40 minutes de Gare de Lyon, donc ça va vite, quoi. Si tu prends le train qui est direct. Cerf, dis-nous. Si j'arrive à choper un train direct, ouais. Le brame du cerf, dis-nous, c'est exactement. C'est 1 mois par an. Non, je saurais pas, parce que vraiment, ils le font très bien. Mais C'est quoi? C'est une espèce de parade nuptiale? C'est une parade pendant 1 mois. Le cerf qui est si discret, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à voir des cerfs. C'est très rare de voir des cerfs dans la forêt. Tu vois des sangliers plus facilement, des biches même, elles sont quand même nombreuses. Mais le cerf, c'est vraiment le mythe, quoi. Est-ce qu'il y en a vraiment dans la forêt? T'en vois rarement. Sauf que là, pendant 1 mois, toutes les nuits, ils ont leur périmètre et ils hurlent pour attirer les biches. Mais attention, ils kennent pas tout de suite. Ils attendent la fin du mois. Et les biches, elles font leur choix en disant, voilà, c'est celui qui m'a plu le plus. La voix était merveilleuse. Je vais aller me faire prendre par ce cerf-là. Donc c'est un peu le Tinder des cerfs et biches. Et oui, après, ils s'envoient en l'air. Apparemment, c'est n'importe quoi. C'est l'orgie. Et mais c'est à la fin du mois. Ah, d'accord. Et ça n'a pas été... en plus, mais c'est en ce moment, d'ailleurs, là. J'espère qu'ils ne seront pas gays. Mais c'est aussi la saison de la chasse, donc en fait, ça doit tirer aussi. C'est drôle. Mais je crois pas qu'ils aient le droit de tirer sur les... Je sais pas, j'y connais rien, en fait. Ouais, malheureusement, oui, c'est... Ouais, mais malheureusement. Non, c'est pas une vanne, c'est vrai, c'est la saison de la chasse, ça a repris.
Ouais. Et, oui, t'as raison. Ouais. Surtout ça avec leur gilet orange. Et t'en vois passer des fois des chasseurs. Ouais, j'en connais. Je connais des chasseurs. C'est quoi le relationnel avec les chasseurs? Écoute, j'ai des amis depuis toujours qui chassent et qui ont des pulls avec marqué je mange de la viande donc je chasse, et donc voilà, ils sont très c'est très difficile de parler. Ils sont pas très véganes. Pas du tout. C'est-à-dire que pendant très longtemps ça a été c'était normal, enfin plus ou moins normal à peu près. Il y avait des émissions sur TF1 là. Toujours. Moi je conçois pas évidemment que je peux pas supporter de voir la souffrance animale. Depuis pas longtemps, maintenant il y a de la tension quoi. Alors qu'avant il y en avait pas autant, je trouve. Ouais. Non, mais bien sûr. Après, moi, c'est vrai que je vais manger c'est un de mes meilleurs amis qui chasse, et je vais manger chez lui. Il me propose de la viande qu'il a chassée, qu'il a mis dans son congélo, il s'en occupait, machin. Et voilà, il va pas chez le boucher, il prend sa viande à lui. Bon, bah, c'est, on va dire, la manière la plus acceptable, on va dire, pour moi, d'envisager la chasse, tu vois. Mais bien sûr que quand tu vois des reportages avec des animaux qui souffrent, et puis c'est une espèce de sadisme, et puis tout un truc autour qui est horrible. Ouais, tu parles de la battue, des chasses. Oui, voilà, la chasse à court et tout ça, mais c'est pas possible, quoi. Tu dis, bon, c'est d'un autre siècle, en fait. Donc voilà. Ouais. J'espère qu'il ne fera pas manger le cerf que t'as vu. Non. Non, et j'étais avec lui d'ailleurs. C'est lui qui m'a emmené. Il est amoureux du cerf, du rame du cerf. Donc tu vois, il y a quand même un amour. Bon, il y a un grand amour. Ils aiment la nature en fait. C'est pas forcément les gens qui veulent buter des animaux. Non. Et d'ailleurs, tu aimes la nature. Avant de faire le podcast ce matin, tu m'as envoyé sur WhatsApp des pommes de terre que tu ramasses. Ça, c'est quand même un des avantages de vivre à la campagne. C'est pas besoin d'aller faire les courses au supermarché. Non, mais attends, tu vas chercher ta pomme de terre, tu la mets au four. Oui. Après, tu mets un petit bout de roquefort dedans. Oui. Terminé, quoi. Et ça, tu le fais pas à Paris, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est clair. Enfin, sauf sous ton balcon, mais il faut avoir un grand balcon. Ouais, faut avoir une bonne terre. Un petit lopin. On va parler un peu de ta biographie, un peu savoir d'où tu viens. Alors, donc, tu viens du 77, mais en regardant ta fiche Wikipédia, parce que quand même, faut le dire, t'as une fiche Wikipédia, c'est pas donné à tout le monde parmi les humoristes. Oui, je remercie Stéphane. Tu sais qu'il y avait ça. Il y a une personne qui s'occupait de ça, qui m'a gentiment dit qu'il s'est occupé de ma page Wikipédia. Sympa. Donc c'est vraiment gentil. C'est un fan, c'est quelqu'un qui. Oui, j'imagine qu'il aime bien ce que je fais, ouais. Ouais, j'ai l'impression. Je la déteste. Pour passer du temps, et tout est vrai là-dedans dans la fiche. J'ai pas été toute checkée, mais j'imagine qu'il a mis toutes ces. C'est bien. Des choses qu'il a vérifié quand même. Bah d'ailleurs, merci à lui, parce que ça nous a permis de préparer plus facilement l'émission. D'ailleurs, on a vu que dans quelques heures, tu es une enfant de la balle, parce que ton père, Henri Reynaud, est membre du chœur de l'armée française. Ouais. Et ta mère, Violette Vial, a eu une belle carrière musicale. Oui, Violette Vial. Et comédie musicale aussi. Elle a commencé. Elle a bossé Starmania, Stone et Chardin. Alors vas-y, raconte-nous un peu le... Bah, ils se sont rencontrés. Maman était à Paris, et puis mon père aussi. Enfin, il venait vraiment de milieux hyper populaires. Il voulait absolument faire de la musique. Et donc, ma mère a grandi sur un bateau, sur une péniche. Et sur une péniche. Sur une péniche, ouais. Ils étaient à 7 enfants avec les parents sur une péniche. Non, bah ils vadrouillaient. Ils étaient transporteurs de grains, de matières premières. Et donc, elle voulait absolument faire de la musique. Et puis, à 19 ans, elle a quitté donc le bateau et elle est venue me chanter à Paris. Ce qu'elle a réussi à faire après tout un parcours. Et donc, elle a rencontré mon père qui était dans la gendarmerie et qui rêvait aussi de faire de la musique, de chanter. Pareil, il est monté à Paris, il venait du Sud. Et ils se sont rencontrés dans une comédie musicale qui était montée par Dany Saval, donc la femme de Michel Drucker. Et donc, quand j'ai la chance de croiser Michel Drucker, pour lui, c'est grâce à lui que mes parents sont ensemble, quoi. Donc, c'est très marrant. C'est lui qui a fait la passe D. Ah oui, c'est ça, exactement. Et donc, tu grandis dans ce milieu. Ouais. Donc, j'ai grandi comme je suis la première, j'ai eu la chance parce que j'ai pu profiter de mes parents qui étaient assez disponibles pour moi et puis pour m'emmener dans les loges beaucoup quand j'étais petite, quoi. Donc, t'as grandi, t'étais un peu dans le showbiz avant l'heure. Bon, après, le cœur de l'armée française, je sais pas si on peut dire que c'est le showbiz, mais après les plateaux, t'es habitué à la scène, tout ça, ça donnait quand même un... Ouais, j'ai vu ma mère avoir le trac très petite. Elle avait beaucoup le trac, avant de monter sur scène, et puis il y avait toute l'ambiance, quoi, l'organisation, les répètes, tout ça, j'ai vu ça toute petite. Elle avait une formation de chant, ta mère, elle a travaillé... Ouais, dès qu'elle est arrivée à Paris, elle a commencé à prendre des cours petites de chant, et puis après, elle s'est formée, puis après, elle a rencontré un super prof, Miguel, je sais plus, d'opéra. Donc là, de chant classique, et ce qui lui a permis de faire pas mal d'opéra après quand elle a arrêté les comédies musicales et d'être plus dans le registre classique. C'est-à-dire, oui, c'est pas le même travail. C'est-à-dire que là, il y a un micro, il n'y a pas de micro. Bah déjà, et puis c'est pas du tout le même travail technique en fait. Oui. Hein. Ouais, c'est pas la même technique du tout. Donc toi, t'as commencé le piano très tôt, à 4 ans. Ouais.
Ouais. C'est ma mère qui m'a mis dedans. Enfin, mes parents. Ouais, mais toi, ça te plaisait ou tu faisais ça pour leur faire plaisir? Oui, ça me plaisait. Ouais. Mais je crois que j'ai pas eu le choix, hein, mais ça me plaisait évidemment. Mais des fois, tu sais, t'es gosse, t'as pas envie d'aller au cours de piano et tu préfères aller dehors cavaler avec des copains. Bon, j'ai eu ces périodes-là, évidemment, mais je les remercie infiniment de m'avoir donné ça, quoi. Donc rapidement, quand t'étais petit, tu savais que tu voulais avoir une carrière dans la musique? T'avais pas d'autres ambitions? Non, je savais pas trop. Tu mettais quoi là, au collège ou au lycée quand tu remplis la fiche au début d'année que tu dois dire ce que tu voudrais faire plus tard comme profession? Je voulais être jockey. Ah ouais. Mais comme je suis beaucoup trop grande. J'étais fan d'Omar Sharif? J'étais fan de John Wayne. Oui. Non, je déconne, mais j'étais Rio fan. Bravo. Voilà. Oh putain, j'adore ce film. Ah oui. Oh là là, j'adore ce film. Non, j'adorais les chevaux. Il y a beaucoup de chevaux à Bolloroi. Donc voilà. Oui. En 77, c'est gavé de canassons. Il passe partout comme ça, sur la route. Partout. En liberté. Partout. Ouais, donc tu voulais faire jockey, c'est ça? Ouais. Et finalement, t'étais trop grande pour monter sur un canasson. Bah oui, puis je savais pas monter à cheval, hein, donc à un moment donné. Ah, t'as même pas pris des cours. Tes parents, c'était piano, c'est tout. Ouais, c'était essentiellement musique. Et comment la scolarité, comment ça s'est passé? On n'allait pas trop à l'école. Non, mais en fait, non. C'était quoi? C'était une enfance dans les écoles alternatives. C'est ma mère qui me faisait des cours. Oui, le CP, je l'ai fait à la maison. Ah, cool. Parce que ma mère était pas d'accord avec la méthode globale, je crois. Non, je savais déjà lire à peu près, et puis la méthode, elle était pas cool. Bon, elle m'a gardée. Bon, tu sais lire et écrire depuis quand même, ça t'a pas... Oui. C'est pas obligatoire, normalement, d'aller à l'école? Bah, il y a des manières Il y a eu un passe-droit, comment ça s'est passé? Non, il y a eu le CNED, j'ai fait le CNED, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, 6e, 5e, et puis seconde aussi, j'ai fait au CNED. Ouais. Et tes frères aussi ils ont fait des trucs, ils ont fait des petites années comme ça. Ah, mais c'est cool, ça. Donc vous étiez pas trop scolarisé, quoi? Vous étiez un peu... Bah, on y allait, si, mais comment ils vous voyaient, les autres? Dire faites ce que vous voulez. Si, on y allait. Bien sûr qu'on y allait, mais on loupait souvent. Voilà, on loupait souvent, et bon, c'est vrai que je me faisais un peu rouster par les profs, qui essayaient vraiment de me convaincre en disant, tu sais, c'est bien de venir régulièrement, pour pouvoir suivre le programme. Mais bon, c'est-à-dire que tu séchais les cours, mais avec les parents qui étaient d'accord. Oui, mais en fait, c'était pas genre on va sécher pour sécher ou quoi. C'était cet après-midi, on a autre chose à faire que d'aller à l'école, c'est tout. Voilà, on va aller. Donc c'était vraiment alternatif. Oui, il y a des concerts, on allait faire d'autres choses. Donc il y avait une volonté de tes parents d'une éducation pas alternative, mais plus libre. Ouais, ils trouvaient peut-être que c'était trop cadré l'école. Ah mais ouais, je trouve que l'école déjà il y a tellement de matières qui je trouve ne servent pas à grand-chose, et il faudrait ouvrir à plein de choses comme la musique justement. Oui. Mais malheureusement, c'est vraiment le parent pauvre en France, et Dieu sait si en Europe il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus important, comme en Allemagne ou en Angleterre ou voilà. Mais le sport, on n'en fait pas beaucoup non plus, enfin la place est restreinte. La cuisine, le bricolage, je sais rien, enfin des trucs techniques qui sont tellement importants après dans la vie, quoi. Et alors, ça t'a pas empêché quand même de faire des études? Parce que t'as fait études de lettres modernes à la Sorbonne. Ouais. T'as quand même eu un Master 2, bravo. Ouais, j'ai adoré. Mais t'es quand même parti directement au conservatoire régional d'Aubervilliers. Oui. En classe de composition musicale. À Aubervilliers, pourquoi Aubervilliers? Et en MAO, donc musique assistée par ordinateur. Alors explique-nous pourquoi, et en piano jazz, alors explique-nous pourquoi ce choix d'aller à Aubervilliers et de faire de la musique assistée par ordinateur. Tu voulais devenir la nouvelle Jean-Michel Jarre ou... Non, c'était... En fait, je suis arrivée à la fac, et puis je savais pas quoi faire, quoi. J'étais vraiment perdue. Et donc, je me retrouve en fac d'espagnol. Je crois que c'est pas Aubervilliers, d'ailleurs. Je sais plus. Bon, bref, à la Sorbonne. Et puis, au bout de 3 jours, la dépression. Je me suis dit, mais je veux pas du tout faire ça de ma vie. C'est nul et tout. Enfin, j'arrivais pas du tout. J'étais vraiment au fond du trou. Et puis, un prof qui m'avait fait réviser mon français, il fait, fais des lettres. Tu t'es très bien en lettres. Donc, je m'inscris en lettres. Et puis ça se passe très bien. Les profs à la Sorbonne, ils sont superbes, quoi. Enfin, beaucoup de chance ici. Et donc, je continue, mais je me suis dit, mais je veux faire de la musique de film. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Et puis, finalement, je commence à écrire une chanson un jour, et puis c'est ça qui m'a plu. Donc, je me dis, il faut que je trouve le moyen, avec mes connaissances en musique, de m'enregistrer, de travailler des arrangements, faire de la musique comme ça. Et à Aubervilliers, ils proposaient, c'était la première année d'ouverture d'une classe de MAO, avec Jonathan Pontier et Jean-Yves Bernard, qui étaient vraiment des cadors dans ce milieu-là, et qui m'ont fait passer une audition. Donc, j'ai chanté des chansons au piano, et ils m'ont prise dans la classe. C'est où, à Aubervilliers? C'est à quel... À l'époque, c'était au Métaphore, c'était genre derrière Fort d'Aubervilliers.
dans la cité. Ouais. Et il y a je te jure, ah ouais. C'est-à-dire que il fallait partir à 19h. C'est une fois, je suis partie à 21h, je me suis fait emmerder dans le métro. Non. Et le mec de l'accueil m'a dit, t'es parti trop tard. Il y a vraiment des relous, quoi. Je te jure. C'est la purge. Ouais, c'est un peu chaud, Donc, t'allais là-bas, tu faisais les cours là-bas. C'était quoi comme endroit? C'est un grand préfabriqué. Et puis, on avait un grand bureau avec... donc, j'ai appris à brancher des jacks, à faire des mixages, à utiliser un logiciel d'enregistrement, donc Logic Audio. Et puis à faire des premiers arrangements de chansons, quoi. Et donc, tu apprenais à moduler la note avec un ondulateur, comme on voit par exemple des vidéos de Giorgio Moroder qui prend sur des trucs qu'on avait en physique-chimie, où justement, avec la fréquence, il faisait... Des amplimètres, tout ça, des trucs où tu vois les sinusoïdes. Ah ouais, mais il y a plein de trucs de ouf. Moi, j'ai pas été au bout de ce truc-là parce que je voulais juste enregistrer mes chansons, en fait. Je voulais pas devenir ingé son ou faire... Mais il y a des gens, tu rencontres des tarés de son. Ouais, des geeks. Mais des parce geeks que du là-bas, son. t'as dû croiser des personnages. Enfin, je veux dire, ça devait être comme... on s'imagine dans le temps, on est au Fort de Beverly là-bas, c'est un peu militaire. Autour, voilà, c'est chelou. Faut prendre le métro et tout. Ouais. Donc t'arrives là-bas, vous étiez combien de personnes Moi, dans ma classe, on était 2 seulement. C'était la première année, ça ouvrait, tu vois. On était que 2, c'était comme des cours particuliers. C'est hallucinant. Bah, c'était génial. Et donc, moi, on avait 2 parties, donc partie un peu pop, chanson, donc, dans laquelle j'étais. Et de l'autre côté, il y avait vraiment la musique électroacoustique. Et donc là, les mecs qui faisaient des concerts avec 8 enceintes, ils étaient au milieu. Alors, on enregistrait des sons, triturait les sons, machin, faire des concerts avec des trucs qui frottaient sur des glaçons avec j'ai vu des trucs complètement ouf. Et les gens, sur des glaçons, tu peux faire de la musique. Il y a une meuf qui avait inventé un instrument. On a eu un concert de ça, comme un grand xylophone avec des stalactites comme ça. Ah, mais j'avais ça en cours de musique. T'as eu ça? Ouais. En fait, c'est avec de l'eau. Si tu mets tes doigts dans l'eau et ensuite comme c'est un verre très fin. Oui. Du coup, tu peux produire des sons différents. Et elle, c'était vraiment c'était ouf. Ouais, ça fait des sons très bizarres. Et donc, elle reprenait le son en direct et il y avait un mec derrière qui jouait avec, en live, avec les sons et qui triturait le truc en live, quoi. Et c'était plus quoi, de la musique classique, on va dire? Ah non, c'est de la musique contemporaine. Quand je dis musique classique, c'est la musique classique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on essaie de faire des symphonies, on essaie de pas faire des tubes, pas Ah non, mais là, on est loin de ça. Hein. Là, on est loin. Expérimentale. Voilà, c'est expérimental, ouais. Complètement expérimental. Il y a des gens que tu as côtoyés à cette époque ont depuis percé dans le milieu musical ou ils sont tous restés dans leur atelier à moduler des sons? Alors, j'ai pas trop de nouvelles de tous ces gens que j'ai croisés dans cette classe. J'ai plus de nouvelles des gens que j'ai croisés en jazz. Et il y en a qui font des super parcours, quoi. Il y a Raphaël Panier, notamment en batterie, qui est parti. Donc, il était au conservatoire à Aubervilliers. Il est parti à Berkeley, aux États-Unis. Ah oui. Alors, Berkeley, on va dire, c'est quoi? C'est une grosse école à Boston. Tu veux en parler? Non, vas-y, je t'en prie. Ouais. C'est une école à Boston qui accueille des musiciens du monde entier, avec des bourses spéciales. C'est Harvard de la musique. Ouais. Ça dure 2-3 ans en général. Et donc, il y a beaucoup de grands jazzmen là-bas qui donnent des cours. Pat Metheny, notamment, il donne des cours là-bas. Et donc, c'est une immense référence. Ouais, c'est ça. Et donc, il a eu une bourse, il est parti là-bas. Et là, il est rentré après le premier confinement. Il vient de sortir un album qui s'appelle Faune et il cartonne, il est partout. Il est revenu. Il est en playlist sur TSF Jazz. Mais bien sûr, il est partout. Et donc, tu disais à l'époque que tu voulais faire la musique de film, c'est ça? Ouais. Oui. Pourquoi? Enfin, attends. Oui. Pour moi, il y a musique de film et musique de film. C'est-à-dire, il y a l'habillage sonore. Oui. Qui consiste à mettre des sons bizarres à droite à gauche et composer une gamme de musique pour une scène. Toi, tu faisais plutôt l'un ou l'autre, ou les deux? Eh bien, écoute, j'ai pas expérimenté ce truc-là à l'époque. J'ai fait de la musique de film après et de la musique, beaucoup de vidéos pour Franjo. Oui. Donc, et donc là, j'ai travaillé aussi il y a 2 ans pour EDF. J'avais fait, il y avait 50 minutes de film sur la construction d'une usine à Grenoble, dans la montagne. Donc là, il fallait vraiment enregistrer des grandes musiques épiques et tout ça, donc assez orchestral. Et comment tu mets ça en place? Ça part d'une composition, tu dois... il faut... Tu fais ça toute seule, tu prends des musiciens ou des musiciennes avec toi pour... Non, maintenant, t'as beaucoup de banques de sons qui sont hyper quali et elles coûtent un billet, mais à un moment, t'as les super sons, quoi. Et tu peux vraiment reproduire la force d'un orchestre. Même avec un clavier, maintenant, si tu charges les sons, tu peux faire... Ouais, mais c'est bluffant. Hein. Ah ouais? Ah ouais, une fois que c'est bien mixé et tout, t'hallucines du son, quoi. Donc tu fais tout chez toi, dans ton studio Tu fais tout avec un petit clavier et puis voilà. Ouais, je voulais revenir par rapport à Franjo, aux musiques qu'il a.
en préparant le podcast, on en parlait avec David. Je disais, ce qui est bien avec ces vidéos, c'est que la musique, elle est marrante. Ouais. Il y a des notes drôles. Ah oui, ça me fait plaisir. Et je voulais savoir, est-ce que comment ça se passe? Comment on fait des notes drôles? Bah écoute, j'en sais rien. Est-ce que le là est plus drôle que le si, ou est-ce que il y a des musiques? Oui, en fait, faut que ça ponctue, quoi. Ouais. Il faut pas que ça prenne trop de place, non plus. Il faut que ça soit un soutien, que ça apporte une couleur. Donc, le choix de l'instrument est important pour que ça soit rigolo, tu vois. Ouais. Donc souvent c'est assez léger. Sur la plupart des vidéos de Franjo, j'ai des thèmes très légers avec un instrument un peu comme ça rigolo. Ouais. Ça peut être du xylophone ou un truc assez léger. Et sinon sur d'autres vidéos, je me suis éclatée. Sur les vidéos du confinement, c'est un thème très orchestral. C'est-à-dire que tu choisis des accords spéciaux. Tu sais que là, avec cette vanne, parce que toi, tu travailles avec le texte qui est déjà dit, ou tu mets la musique au-dessus. Comment tu travailles? Quand j'ai vraiment en fait, ça dépend parce qu'il y a des vidéos où Franjo les habille tout seul. Il prend des thèmes déjà que j'ai fait, il les habille. Donc là, c'est lui qui se débrouille. Mais quand j'ai la vidéo d'origine, oui, je fais défiler et je joue par-dessus. Et c'est quoi la musique dont t'es le plus fier qu'on peut retrouver sur une des vidéos? J'aime beaucoup celle que j'ai faite là sur la vidéo de la chasse où il est tout seul. Oui. Et donc là, à la fin, moi, ça dure pas longtemps. Mais j'aime beaucoup ce thème-là. Parce que peut-être qu'il est tout neuf, c'est un peu comme le dernier. Oui, quand on a reçu ton frère, on en a parlé de la vidéo. Ouais. Cartonne, d'ailleurs. Oui, la chasse a bien marché. Ouais. Le Pitch Club. Tes influences en termes de musique drôle. Ah oui. Au cinéma, oui, ça. Alors, on parlait de Vladimir Cosma, peut-être. Pierre Bachelet aussi, qui a fait la musique de Coup de tête. Henri Mancini, tu vois, qui avait fait la musique de La Panthère Rose. Ouais, c'est super. Quand t'écoutes ça, c'est-à-dire que c'était déjà des choses que tu avais remarqué que c'était drôle à écouter, la musique par exemple de l'Arnaque. Bah oui, c'est clair, il y a vraiment une humeur, quoi. En fait, l'humeur est hyper importante. Et je pense que ça donne vraiment une autre couleur. Quand tu regardes la vidéo de la chasse avant et après le son, bah c'est pas la même vidéo. Enfin, il y a quand même un truc, ça rajoute quelque chose. Mais oui, en effet, la Panthère Rose, ça te donne un truc un peu décalé comme ça, un peu pâteau. Oui, c'est important. Dans le rythme, dans le choix des instruments, parce que t'es un peu. Parce que certains films, s'il y a pas la musique donne tout de suite l'atmosphère. Enfin, un film par exemple de Kubrick, t'as des musiques musique classique assez spéciale qui est assez baroque. Enfin, ça donne encore plus de relief à la. Bah oui, ça, c'est sûr. Et t'as été contacté pour des films autres que des musiques, films d'entreprise EDF? C'est clair. Non, mais ça m'a bien fait la main. Non, j'ai pas été contacté. Non. Mais j'ai jamais fait de recherche ou quoi. Voilà. Ou des courts-métrages, je sais pas, il y a des gens qui t'ont contacté. Non, je suis pas dans ce réseau-là, en fait, donc, déjà. Et puis, j'ai pas été contacté. Si on me demande des fois les vidéos, les musiques des vidéos de Franjo. Mais on les garde exclusives. Je voudrais qu'on aborde la partie chansonnier. Ah. Avec Franjo, on va reparler de Franjo. Il nous avait dit que vous étiez parti dans le sud, à Nice. Ah oui, vous avez dit ça? Ouais. Il en a un peu parlé, il a pas chapeau, tout sorti. Avec la guitare ouverte. C'est quoi ta version de l'histoire? Parce que lui, il a une certaine version. On va comparer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que t'es parti avec la caisse. Il a dit que c'était génial, que vous jouez devant des gens et que vous étiez bien éclatés. Un peu comme les battleurs, c'est ça, Mousse? Tu avais dit le terme battleur, les battleurs, c'est-à-dire ceux qui vont en ville, sur les places et qui font de la musique, qui font des spectacles. Ouais, bah c'est ça, c'est ce qu'on a fait, On a fait ça à une petite échelle, on était à 2. En fait, on s'est acheté une enceinte. Les battleurs ou les battleurs? Qu'est-ce que j'ai dit comme mot? Les battleurs. Ouais, pas les batteurs, les battleurs. Les battleurs. Ouais, mais je crois que je me suis trompé de mot. Bref. On s'est acheté une enceinte et puis au début de l'été, on s'est dit, tiens, on n'a qu'à faire ça cet été, on ira jouer à Nice sur la promenade des Anglais le soir pour se faire un peu d'argent, quoi. Puis surtout pour kiffer, tu vois. Et donc, on a mis en place genre 20 minutes de chansons. Donc, ça allait des Beatles, on faisait plein de chansons différentes. Et Francis Cabrel, enfin plein de choses que les gens connaissaient, en fait, des musiques très populaires. Et donc on allait plusieurs fois par semaine chanter. Donc on faisait 20 minutes, on bougeait de place, on refaisait 20 minutes et on tournait toute la soirée. Et on a trouvé nos spots comme ça, les endroits où on était déjà où on s'entendait, parce que déjà quand il y a beaucoup de monde, c'est très difficile. Et on avait un micro pour deux, donc Franjo qui fait 1m95. Ah oui. Moi j'étais avec des talons, mais je devais tendre le cou comme ça, j'avais l'air d'une girafe pour essayer de faire des chœurs à côté. Enfin, c'était très drôle. C'était une des premières expériences scéniques devant des gens? Non, moi j'en avais déjà, mais pas dans la rue. C'est quand même encore un autre truc, quoi. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais déjà des
des trucs avant? Oui, j'avais fait plein de concerts déjà. D'accord. Enfin, en chanson française, j'avais déjà. T'as même sorti un album. Oui, oui. Ça, c'était avant. Bah ouais, c'était il y a 10 ans. Ça, l'album. Donc ça, j'avais fait pas mal. Mais bon, ça n'a rien à voir entre faire un concert dans un théâtre avec ou dans une salle même. Enfin, tu vois, comme ici fermée en fait, avec des conditions techniques minimum. Au Paname, pour préciser. Ouais. Au Panama Café, où t'as des gens qui sont là pour ça, qui sont à l'écoute, que de choper des gens dans la rue qui sont en train de manger une glace en famille, avec des gosses, avec des gens qui ont bu, avec des gens qui vont faire la fête. En fait, tu es dans un espèce de marasme de gens qui vont faire plein de choses, qui sont dans leur vie festive d'été, et toi t'es là, t'es en train de faire Yesterday. C'était beaucoup de bonnes émotions, c'est-à-dire que il y a des moments, on est allé à Aix-en-Provence un soir, et je me souviens, il y a plein de gens qui se sont arrêtés, c'était beaucoup des familles, et en fait ils restaient, tu vois, parce que souvent les gens ils s'arrêtent une chanson, ils s'en vont, mais là ils restaient comme jusqu'à la fin du concert, quoi. Et applause et tout. Et ça grossissait, à la fin il devait y avoir 40 personnes, ce qui est beaucoup dans la rue, et on était trop contents, quoi. Enfin, c'est une belle émotion. Il y a eu des moments où c'était chaud. Il y a des moments de fou rire où tu fais une fausse note et l'autre ça le fout dedans. Enfin, c'est trop marrant, quoi. Et c'est que vous deux, vous étiez que deux, il y avait d'autres gens, enfin, il y avait des gens que vous connaissiez qui le faisaient aussi ou pas, ou c'était comme ça? Non, on croise un peu des gens qui faisaient un peu le même truc, à Antibes. On a été à Antibes aussi pas mal. Il n'y a pas des histoires de territoire, genre t'es sur mon territoire. Non, on n'a pas eu ça. Non. Ouais. Bon, il y avait vendeurs de casquettes, mais j'étais plutôt content finalement qu'on était, ça leur a attiré des clients. Oui, voilà. Non, on se gênait pas. Et avec la police, non? Non, j'ai pas eu le souvenir de ça. Oui. Mais tu sais, on avait 25 ans. C'était relax, quoi. Ouais, vraiment, on n'avait pas la tête à se faire arrêter par les flics. Hein. Est-ce que tu faisais déjà des musiques un peu marrantes à l'époque? Est-ce que tu travaillais déjà les chansons? J'avais déjà composé des... En fait, c'est venu avec Constance, avec qui j'ai travaillé. Alors, on va parler de Constance. Oui. Est-ce que tu peux la présenter? Oui, c'est une humoriste et comédienne avec qui j'ai travaillé pendant quelques années. Et donc c'est vraiment, j'écrivais des chansons qui étaient assez légères mais pas vraiment humoristiques. Et quand j'ai commencé à bosser avec elle, on est vraiment passé sur ce registre-là. C'est là où tu t'es dit, je vais faire. J'ai bossé dans la musique humoristique. C'est pas venu tout de suite, mais oui, c'est avec elle, que c'est venu. Comment ça se passait l'élaboration des morceaux? Comment vous travailliez à l'époque, tu te souviens? C'était du ping-pong, on s'envoyait des bouts de texte, on avait des idées de thèmes, et donc moi je gérais plutôt la partie musicale, et puis avec elle on écrivait à deux les textes, et voilà, mais on s'envoyait beaucoup de... quand t'écris par message, on se voyait, on passait du temps ensemble, beaucoup. Hein. Et la mise en scène, c'est-à-dire qu'il fallait... surjouer certaines notes. Est-ce que tu travaillais là-dessus sur les intonations? Oui, elle c'est une super comédienne, et elle jouait à chaque chanson, il y avait un personnage. En fait, on a écrit un spectacle qui s'appelle Gerbe d'amour, qu'on a joué pendant 2 ans, et à chaque chanson il y avait un personnage différent. Elle les jouait avec des costumes et tout ça, elle changeait de costume derrière un paravent. Ça avait été mis en scène par Didier Super. Ah oui. Et lui nous a beaucoup amené. Didier Super, on va préciser. Oui. Qui c'est? Donc c'est un artiste assez pop bizarre, qui chante pas très bien au niveau du chant, mais c'est fait exprès. Ouais, oui, clairement. Donc vous avez travaillé avec lui. Oui, ouais. Bah oui, il nous a pris. On fait 1 semaine de résidence avec lui pour mettre en place ça, D'accord. Il nous a bien aidé. Et donc ça s'est passé. Enfin, c'était une bonne expérience pour toi. C'était d'être. Mais là, t'étais encore derrière. T'étais pas encore en avant. J'étais la musicienne sur scène, mais j'avais un rôle à tenir. Ah, tu participais au spectacle? Oui, complètement. D'accord, t'es pas que dans l'écriture. Non, pas du tout. J'accompagnais tous les morceaux, et puis j'avais un personnage, on va dire, dans ce spectacle-là, et voilà. C'était une forme de duo ou c'était plus... Il y a des spectacles où, par exemple, on voit un humoriste avec un pianiste à côté. Non, là j'avais quand même un vrai personnage. Oui. J'étais plus qu'une simple musicienne sur scène, j'avais vraiment je chantais avec elle, il y avait des duos et tout ça. Je sais pas si tu vois, avec Smaïn, il avait ça à une époque, il y avait un pianiste avec lui, des à deux. Ouais. Ça ressemblait un peu à ça, c'est-à-dire qu'il y avait des échanges entre vous comme ça, des... Oui, il y avait des échanges, oui, clairement. Donc moi je suis sérieuse, moi je travaille sérieusement, l'autre elle... Non, oui, c'est ça, il y avait un truc comme ça, il y avait un clown blanc, clown noir, donc... D'accord. Ouais. Et c'était super alors, donc une bonne expérience. Oui, super. Super avec Didier, super. C'était super avec Didier, ouais. C'est génial. Et alors, du coup, comment tu t'es dit, grâce à l'émergence des réseaux sociaux, t'as commencé aussi après à faire des vidéos qu'on cartonnait? Ouais, j'ai eu de la chance que ça fonctionne vite, parce qu'après la fin de Gerbe d'amour, qui est arrivée en janvier, il y a 3 ans, là,
Je savais pas trop ce que j'allais faire. Et c'était quoi ton quotidien pendant cette période de 3 ans Bah, c'était il y a 3 ans, là. Non, tu me dis entre le période où t'as fait le spectacle avec Constance et où t'as commencé à faire les vidéos. Juste après, en fait. En mois de janvier, et genre, la première vidéo qui a marché, c'était au mois de mars. Donc, de janvier à mars, je me suis dit, mais j'écris des chansons. Là, dans quelle année, là? 2016, 2017, par là? Non, c'était il y a 3 ans. C'était plus récent? Ouais. D'accord. Ouais, donc les réseaux étaient déjà bien développés. Oui. Franjo, ça marchait bien sur lui, et pour lui déjà. Ouais. Et donc lui, il me poussait, il me dit, faut que tu fasses ça, faut que tu trouves ton truc et tout. Et voilà. Donc ça a pris très vite, hein, tes vidéos. Tout. Bah, j'ai vraiment eu de la chance, ouais. J'ai vraiment de la chance que ça prenne au bout genre de la 3e vidéo que j'ai mise, quoi. C'est quoi celle qui a cartonné en premier? Ça s'appelait Il est où le printemps? Il est où le printemps? Ouais. Et c'était le 21 mars. Et en fait, c'est le jour du printemps. Et il neigeait, il faisait hyper froid, et donc j'avais fait une chanson là-dessus sur le fait voilà, il est où le printemps, et donc ça avait fait genre 3-4 millions de vues en quelques jours, tu vois, donc c'était pour moi c'était impensable. C'est un truc qui parle aux Français, la météo, c'est un thème de discussion qui revient souvent à la machine à café, donc ça a beaucoup de partage. Bah, en fait, ça marche. Genre, je pense que ça concerne tout le monde, et puis ça marche tout le temps. Regarde, cet été, il a fait un temps de chiottes, tout le monde en parlait tout l'été. Et quel temps de chiottes on a eu pendant l'été. Enfin, je veux dire. Et t'as pas fait la chanson quel temps de chiottes pendant l'été? Ouais, c'est clair, j'aurais pu. C'est une bonne idée. Il est où l'été? Il y a plus de saison. Là, on enregistre au Panama Art Café. C'est une cave assez connue maintenant. Ah oui. Qu'est-ce que ça t'évoque quand t'es là, parce que t'as joué ici? Ah bah j'ai joué beaucoup. Là, on est sur la scène, pour préciser. C'était quand ta première ici? Tu te souviens là, de la première fois que t'as joué? Bah oui, parce que quand j'ai eu cette vidéo qui a marché, donc en mars, Il est où le printemps? Après, j'ai eu une autre vidéo qui a marché après en avril sur l'épilation. Oui. Et au mois de mai, je suis venue tourner un clip ici avec Observateur. Sur mariage mixte. Ah oui. Et donc on a tourné au Panama. Ça a bien marché. Là. Ouais, ça a bien marché. Et donc là, j'ai rencontré Karim Kachour, le patron du Panama Café, qui m'a mis 3 dates. Mais j'étais terrorisée, j'étais venue voir. Parce que... Il t'a dit, ouais, tu vas jouer. Il m'a dit, tu viens. Et en fait, tu sais, il a ce côté un peu... coup de pression. Coup de pression, mais avec le sourire. Et en fait, ça a fonctionné. T'es prévu, t'as une date là, et tu vas. J'étais terrorisée parce que déjà, je jouais depuis 2 ans avec Constance, mais j'étais pas toute seule sur scène, tu vois. Il y avait un truc de duo qui est très rassurant. Et puis, je jouais pas aussi proche des gens. En fait, là, tu touches les gens par la main, quoi. Enfin, ouais, tu peux leur postillonner dessus facilement. Bah oui, ils sont devant toi. Mais j'avais joué dans les bars avant, mais ça, comme ça, là, j'avais pas fait. Et donc, j'étais terrorisée. Et donc, je suis venue la première fois ici, je crois que c'était un plateau de 18h, un truc comme ça, ou 19h. Il y avait Camille Lelouch, des rostas de ouf. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? T'avais le trac? J'étais vraiment au fond du gouffre. Et je suis venue, parce que j'avais pas de chanson, je savais pas quoi faire. Je suis venue avec un piano. Un petit piano. Je suis montée sur scène avec un piano, le stand, le truc à brancher. Alors que ça va très vite, les plateaux, faut enchaîner, il faut que ça y ait du rythme plus qu'ailleurs. Et là, c'était vraiment pourri. Déjà, dès le début, c'était raté. Et donc, Franjo était là pour m'aider d'ailleurs à brancher. Enfin, tu sais, c'était vraiment le truc pas commode, quoi. Et j'ai chanté des choses qui n'ont pas marché. Merde. J'ai bidé, il y avait des rugbyman, un groupe de rugbyman qui me regardait, mais avec beaucoup de pitié finalement. J'étais énervée. Bon, ça s'est pas très bien passé la première. Et du coup, la deuxième, t'as dit je vais prendre une guitare, ça va être plus simple. Déjà, je me suis dit plus jamais le piano. C'est beaucoup trop chiant. Et j'ai amené mon ukulélé et donc j'ai testé l'épilation, la fameuse chanson qui marchait sur Internet. Et donc là, ça a fonctionné plus et j'ai pu m'appuyer là-dessus et écrire vite d'autres choses pour venir et chanter avec la guitare. T'avais travaillé entre-temps, t'avais travaillé ta mise en scène, t'avais travaillé la posture, la position. C'est important quand tu joues avec un instrument. Comment t'es posé devant les gens? Non. C'était pas ça, c'était vraiment envoyer la chanson et on voit. Ouais, quoi. Déjà l'introduire, essayer de trouver des mots. Hein. C'était plus ça l'urgence que de trouver une mise en scène. Comment tu dis aux gens, je vais chanter? Je veux dire, à l'époque, tu savais comment t'avais commencé tes premiers... Non, pas du tout. En fait, tu te lances là-dedans et après, tu t'améliores au fil du temps, tu t'enregistres, tu te réécoutes, tu dis bah là ça manque de quelque chose. La posture, je me rappelle, je me tenais vachement les épaules en l'air comme ça, j'avais l'air de rien. Puis c'est Mathieu Madénian qui m'a dit mais comment tu te tiens là avec ton micro, fais quelque chose, tiens-toi à droite. Et donc c'est lui qui m'a dit de me tenir mieux. Donc voilà, en fait t'améliores les choses au fur et à mesure. Ça arrive souvent que les autres humoristes entre eux ils se donnent des conseils. C'est quelque chose que tu... Bah ça dépend les rapports que t'entretiens après. Et puis si c'est des gens bienveillants aussi, hein, ça joue. Hein. Ouais, ils sont pas tous bienveillants.
Mais dans tous les métiers, c'est comme ça après. Ah oui, non mais bien sûr, hein, oui, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais après je m'en fous, c'est pas le problème. C'est juste que bah oui, t'as un Mathieu Madénian qui te dit bah tu te tiens comme ça gentiment, bah c'est sympa quoi. Et c'est quoi ton pire bide sur scène ou ailleurs? Non, on va pas parler de ça. On va parler là où t'as commencé à cartonner. Non, c'est bon, le bide, on en a déjà parlé. On va parler d'un bon truc là. C'est marrant, le bide. Il y a plein d'expériences quand tu montes sur. Enfin, je sais pas, avec Constance, on a eu plein d'histoires. Une fois, on est allé jouer à Sénas. C'était. Oula, c'est où ça? C'est dans le sud de la France. Et alors, c'est vraiment c'est des petites villes traversées par des nationales un peu. C'est vraiment. Restaurant routier. Mais il y a quand même une super salle qui a genre 800 places. Bon, énorme salle. Et donc, je sais pas comment ça se fait. Bon, bref, je sais pas comment ça se fait, mais 800 places, c'était beaucoup trop gros par rapport à ce qu'on pouvait remplir, je pense, dans cette région-là. Et bon, il se trouve qu'il y a 80 personnes ce soir-là. Bon, c'était pas toujours comme ça, hein. Je raconte un truc, Oui, non, mais en général, ça marche super bien pour toi, mais ça peut arriver que des fois, justement, pour expliquer à des jeunes humoristes qui se lancent, parfois, on peut bider. Voilà, c'est la chose de la vie. Oui. Mais c'était pas un bide, c'est juste que les 80 personnes dans cette salle de 800 n'étaient pas rassemblées au premier rang. Les gens n'avaient pas placé tu vois, ils étaient pas placés devant. Ce qui a fait qu'il y avait plein de petits groupes comme ça qui étaient éparses dans la salle. Ah oui, déjà, c'est compliqué, ouais. Ah non, mais c'est impossible. Et donc, je suis arrivée et au début du spectacle, je sais plus, il y avait, je rentrais et j'avais un instrument, il y avait une grosse bande son et tout, et j'applaudissais, je faisais applaudir les gens, et Constance, derrière le rideau, devait dire, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Et genre, il y a eu 0 réponse. C'est-à-dire que vraiment, c'est horrible. Et là, j'étais comme ça, et j'ai eu un fou rire de mal-être. J'étais là, ça va être horrible. Et vraiment, l'heure, là, elle a passé mais vraiment, ça a été long. C'est un tunnel. C'était glacial, c'est-à-dire que les gens, T'as pas de retour, c'est trop grand, c'est pas adapté, enfin, je sais pas. Des fois, il y a les endroits font quand même que ça favorise ou non. Enfin, ça aurait été 80 personnes ici, c'était certainement génial, et sauf que là, c'était trop grand et... Ouais, quand t'as un public épars, c'est vrai que ça disperse un peu l'attention des gens. Oui. Il y a quelqu'un qui a compté pas mal dans ta carrière, c'est Eric Toulis. Oui, Eric Toulis. Est-ce que tu peux en parler? Alors, Eric Toulis, je l'ai connu. Il jouait au théâtre de Trévis. Il enregistrait un DVD de son spectacle. Et pour moi, ça a été une révélation quand je l'ai vu. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et ça a été lui, vraiment, la petite étincelle de la chanson humoristique. C'est vraiment venu de lui. Et après, j'ai eu la chance de le rencontrer. On est devenus amis. C'est lui qui va réaliser l'album là que je suis en train de préparer. D'accord. Ah ouais, donc c'est une grosse, une bonne collaboration avec vous. Ouais. Tu t'es inspiré aussi de ses chansons pour la chanson sur la Coupe du Monde que tu avais Exactement, ouais. Qui a un des plus gros succès sur les réseaux. Ouais, il a une chanson qui s'appelle J'aime le sport même si je n'en fais pas. Et c'est trop marrant parce qu'il dit en fait pendant que toi tu feras machin du sport, moi je serai en train de trancher ta femme. En gros, c'était ça. Donc j'ai repris la mécanique avec son accord. Et comment ça s'est passé la rencontre? Comment vous avez commencé à travailler ensemble? Eh bien, on a le professeur de MAO quand j'étais au conservatoire m'a mis en relation avec lui. Par ordinateur, ouais. Ouais, il m'a mis en relation avec lui, il se connaissait bien. Et donc je lui ai écrit et je lui ai envoyé des chansons que j'avais écrites. Et il a pris le temps de tout écouter, de me faire un retour sur chaque chanson. Il m'a écrit une longue lettre en fait, et j'ai trouvé ça hyper sympa parce qu'on se connaissait pas du tout. Il a pris vraiment du temps, pour donner son ressenti hyper simplement comme ça, et j'ai trouvé ça adorable quoi. Et finalement, j'ai été le voir plusieurs fois sur scène. On s'est croisés à la fin, on a fait un peu la fête ensemble, on a fait un peu la bringue. Et puis ça fait maintenant 10 ans qu'on est devenus très proches, on est très amis maintenant. Il travaille chez Rire et Chanson, il est dans les chroniqueurs aussi dans le morning. Et puis on collabore depuis des années comme ça. D'accord. C'est cool. Et Patrick Sébastien, le petit bonhomme en mousse. Mais tu sais que je connais très bien son pianiste. Ah. Et que c'est j'adore. lui qui a composé la mélodie de Petit bonhomme en mousse. Il a fait des compos, je sais pas lesquels, mais qui Pascal. Et c'est un pianiste extraordinaire. C'est un très très bon pianiste. Il a des mains immenses. Et il m'avait invité au concert de Patrick Sébastien dans le sud de la France. Et moi, je me dis, je vais quand même pas aller à ce spectacle. Et donc, j'y vais quand même et tout. Un peu à reculons. Ouais, j'étais dubitative. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, j'arrive sur cette place comme ça. Et ben, je te jure, hein. 2 heures avant, il y avait des mamies qui étaient sur les balustrades devant, debout. Des groupies Et qui attendaient Patrick comme ça. Et le mec, il a mis le feu. La place, elle était en feu. Je te jure. Tourner les serviettes. Il y avait des serviettes partout. Ça tournait dans tous les sens. J'étais là, mais what? Et tu t'es laissé porter par l'ambiance finalement? Ouais, moi, je rigolais. Je trouvais ça super sympa. Il y a ces bons enfants. Enfin, il y a pas de, les musiciens, ça joue derrière. Ouais, lui, ils sont pros. Mais c'est hyper pro.
Oui. En fait, on se rend pas compte. On se dit, ouais, Patrick Sébastien, petit bonhomme en mousse. Tout le monde rigole. Oui. Sauf que derrière, t'as des musiciens, ça arrache de fou, ça quoi. envoie. Oui. Il pourrait tourner avec Springsteen ou avec Bob Dylan. Il est très bien entouré et puis non mais j'ai été bluffé par son professionnalisme. Et Henri Salvador. Ah, j'adore. Oui, parce Ouais, que la chanson drôle, quoi. Tu vois, c'est le tradition blues du française. dentiste. Enfin, c'est très français. C'est toujours la chanson marrante, comme ça. Les chansonniers, les compagnons de la chanson, tout ça. Tu t'inscris un peu dans cette tradition. C'est la première chanson que j'ai appris, je devais avoir 5 ans. Ça s'appelait Caroline d'Henri Salvador. C'est Caroline. Caroline revient, je m'ennuie de toi. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. Celle-là, je la connais pas. Elle est trop jolie. J'en connais d'autres. Et c'est une des chansons préférées de Henri Salvador. Ah, c'est une de ses chansons. Paix à Et son puis, âme. Ah ouais. Moi, j'étais plus Zorro, tout ça. Ouais, le Ah oui, Blues du Zorro est arrivé. Ou la chanson où il rigole pendant 1 heure, tu vois. Ouais. Après. Ou le blues du dentiste aussi, qui est pas mal. Oui. Ouais. Et c'est quelque chose, tout ça, c'est des choses qui t'ont influencé, qui t'ont. Je dirais pas trop Salvador en chanson humoristique. J'aimais beaucoup Michael Youn. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait des succès quand même. La parodie, c'est-à-dire. Ouais, les inconnus, évidemment. Oui. Bah, ça, c'est les meilleurs. Hein, La référence. Bah oui, c'est la référence ultime de la chanson humoristique, c'est eux. Ouais, ils ont sorti des albums aussi musicaux qu'on Ah ouais. cartonné. Ouais, cartonné grave. Ah oui, non, mais ouais, c'est super. Non, c'est super. Et puis, enfin, c'est parfait, quoi. Surtout qu'il y avait, je crois, Bernard Campan qui était musicien de formation. Oui, non, Il y avait un groupe de rock. Ah ouais. Ah, ça, je savais pas qu'il avait un groupe de rock. Apparemment, ouais. Ouais. Et puis, Michael Youn, moi, je trouvais ça super. Oui, non, c'est avec les compos, c'était pas mal. Parce qu'on charriait à l'époque. Mais Une grosse production également. Ouais. Derrière. Oui. Ouais. Ouais, c'était plutôt ça, le truc de la chanson humoristique qui m'avait bien influencé, ouais. Alors après, il y a aussi Rire et Chanson, que tu fais des chroniques, tu te lèves très tôt le matin. Ouais. D'ailleurs, quand tu fais ça, tu dors dans le 11e apparemment pour arriver à l'heure à la radio. Je peux pas sinon. Le premier train n'arrive pas assez tôt. Et je dois arriver à 7h moins le quart pour être à 7h10 en direct. T'as les yeux à peine décollés que tu fais une chronique humoristique. Je te jure, c'est horrible. Mais ça t'apporte quoi justement ça en direct bosser à la radio, tu passes. Ça m'apporte. Déjà, ça me donne des objectifs d'écriture parce que il faut que j'écrive une chanson toutes les 2 semaines. Oui. Donc, du coup, ça te pousse à stimuler ta créativité. Ouais, ça me donne des thèmes sur l'actu. Je suis obligée d'être sur l'actu, donc déjà, je suis obligée de regarder ce qui se passe un peu dans. Sinon, peut-être que je regarderai pas. Comment ça s'est fait le contact avec la radio, avec c'est Laurent Thibault qui m'a fait faire un test. Quand il y a eu les vidéos qui ont commencé à buzzer là, il m'a approché. Laurent Thibault, on va préciser. En fait, Rire et Chanson, c'est partie d'Énergie, le groupe Énergie, mais Laurent Thibault, il est responsable de Rire et Chanson. D'accord. Et donc, il te repère et il te propose de. Il me propose de faire des chansons humoristiques. J'en avais fait une sur la Coupe du Monde. Oui. Qui a cartonné d'ailleurs. Qui avait bien marché aussi, à l'époque. Et donc, je la fais à la radio, puis ça marche bien. Il me fait, tu veux pas faire partie des chroniqueurs à la rentrée. Donc, j'ai accepté, et puis ça fait 4 ans, 4e année cette année-là. Et d'accord, donc c'est quand même un beau parcours, parce que là, maintenant, quels sont les prochains objectifs là pour ta suite de carrière? Est-ce qu'il y aura un spectacle, Marie Reynaud, toute seule sur scène? Oui, mais je serai pas toute seule. Tu seras pas toute seule, là, sera avec qui? Non, je serai avec des musiciens. Je suis en train de monter l'équipe là. Si tu peux en parler après, carrément. Non, je suis en train de monter l'équipe. En fait, c'est assez frais, tu vois, dans ma tête. Donc, j'ai pas beaucoup de détails encore à donner. Mais oui, j'aimerais bien avoir 2 musiciens, des polyinstrumentistes derrière, des gens qui jouent plusieurs instruments, et puis qui soient fun aussi, avec qui je puisse faire 1 heure de concert humoristique, on va dire. Concert humoristique, donc pas comédie musicale? Non, ça sera pas une comédie musicale. Oui. Ça va reprendre beaucoup des chansons qui étaient sur Internet, mais que je vais réarranger. Et puis là, j'enregistre un album là, dans quelques mois où je reprends ces chansons aussi. Donc les deux, je pense que le travail de deux va me permettre de faire quelque chose de plus abouti. Comment tu as choisi tes poly-instrumentistes et c'est des copains, que j'ai rencontrés avant de la musique en fait. Oui. Donc c'est le réseau, les réseaux musiciens. Puis en fait dans le jazz et ça m'a permis de rencontrer plein de musiciens qui font de la pop aussi. Les jazzmen ne font pas forcément que du jazz. Ouais. Et puis c'est des gens qui ont pas mal d'humour souvent, qui sont assez décalés. Toi tu te considères dans le jazz un peu? Non. Et Gus, tu connais Charlie Mingus? Oui. Non, pourquoi j'ai une culture jazz, si tu veux, j'en ai fait, tu vois. Enfin, j'ai travaillé ça pendant des années, mais j'ai pas le niveau, j'ai pas un niveau de jazz énorme. J'ai des bonnes connaissances, quoi. Et ça dirait pas un jour de faire un concert de jazz classique avec Ah non, je suis pas capable de faire ça. C'est tellement exigeant. Avec un big band et faut travailler ça de ouf, en fait. Je laisse ça au frais, quoi. C'est public exigeant dans le jazz, tu trouves? Non, c'est l'improvisation. Il y a beaucoup d'impro en jazz, évidemment.
C'est un peu la base de cette musique, mais c'est surtout une pratique qui demande des heures de travail tous les jours, et puis de jouer en groupe, et puis de s'entraîner. C'est toute une vie. Tu l'as vu Whiplash? Ouais. Alors justement, le prof dedans est un peu tyrannique. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la musique que tu as rencontrés Ouais, j'ai rencontré des fous plus dans le classique. Ah d'accord. Ouais. Pas en jazz, non. Et ça se manifeste comment cette Bon, après, j'ai rencontré des gens formidables aussi, hein, heureusement. Mais oui, les fous, ça se manifeste. C'est des gens qui pensent que qui te considèrent comme leur chose, leur élève, et qui, tu vois, ils veulent surtout pas que tu ailles voir ailleurs, et que tu ailles voir d'autres professeurs, surtout pas, et puis ils vont te mener au paroxysme de ce qu'ils peuvent t'emmener. Et voilà, t'es un peu leur chose et leur. Ouais, c'est un peu. Tu continues à avoir, tu vois, là, ça a repris, tu vois des concerts un peu, qu'est-ce que t'aimes comme musicien actuellement? T'as des choses qui te... Alors j'étais voir un truc de pop génial, j'étais voir Camilo, qui est un chanteur de pop colombien. Et donc, on est allé avec Franjo, d'ailleurs, je l'ai emmené, et c'était vraiment génial, quoi. Et c'est pas là où j'ai vu une story, il y avait Lionel Messi dans la salle. Ouais, il y avait Messi, et il y avait Di Maria, là. Et Paredes, ouais, j'ai vu. Oui, et il y avait 3 footballeurs de ouf. Et en fait, c'est hallucinant, parce que moi, je les connais pas. Ouais. Messi, bien sûr, j'ai reconnu, heureusement. Mais il y a eu plein de gens qui sont arrivés dans le côté VIP, donc au balcon, en face. Et en fait, toute la salle qui était que un public colombien, en fait, ça parlait espagnol partout. Tout le monde mais tout le monde hurlait comme si c'était... Ça vampirisait, du coup, le mec qui était sur scène, le pauvre, parce qu'en gros, du fait qu'il y ait Messi... Messi est venu, non, il est arrivé avant que ça commence, et là, vraiment, ça a chauffé l'ambiance. Hein. C'était quel endroit? C'était où? À la Cigale. À la Cigale? Ah, une belle salle. Ouais. Mais il remplit des stades en Colombie, ce mec-là, Camilo. D'accord. Donc là, on avait énormément de chance. On a une copine colombienne qui était là-bas, qui était trop jalouse. Elle fait, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de le voir de si près? Parce que nous, c'est des stades. Donc on peut pas l'avoir comme ça. C'est très rare. Ouais, là, c'était un public d'expats colombiens. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, t'as fait la Cigale. Ouais, avec la Génération Paname. Ouais. Et c'est quoi la salle que tu rêverais de faire avec ton spectacle qui est en préparation? Ouais, il y a une salle avec une acoustique qui te plaît plus que d'autres par rapport à ça. J'adore la Cigale, hein. Le son. Parce que tout le monde dit l'Olympia, mais est-ce que la Cigale J'ai jamais joué sur la scène de l'Olympia, donc je sais pas en termes de son ce que ça donne. Après, oui, ça fait rêver tout le monde. Mais c'est juste pour avoir le nom sur l'affiche. Ouais, je pense que c'est que le nom. Ouais. On va pas se mentir, c'est débile, juste, mais c'est ça. Autant le louer à la journée. Il y a des salles à Paris dont tu trouves le son incroyable. Alors incroyable. Non, j'aime beaucoup l'européen. Je trouve que le son est chouette. Et puis, comme je suis en train de chercher quelques salles, là, je suis en train de voir. Message est lancé au tourneur. Ouais, l'européen, il y a un joli son. Donc ce serait l'européen ou la Cigale de préférence. Cigale, j'aime bien. Le grand point virgule aussi. Il y a des choses chouettes aussi là-bas. En termes de son, donc non, il y a plein d'endroits où c'est bien équipé. Écoute, on te souhaite que ça se passe là-bas. En tout cas, merci Marie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour votre accueil. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Merci, au revoir. Le Pitch Club.